Le 27 juillet 1918, une explosion assourdissante secoua la presqu'île de Quiberon, en France, et fut entendue par les habitants à plusieurs kilomètres à la ronde. Une immense colonne de flammes jaillit vers le ciel, et l'onde de choc dévasta tout sur son passage, à des centaines de mètres à la ronde. Lorsque la fumée se dissipa, il ne restait plus que des fragments de métal tordus et des éclats de canon éparpillés sur le sol, à l'emplacement de l'arme d'artillerie la plus puissante de l'histoire. Le gigantesque obusier de 52 mm, pesant 263 tonnes, venait de s'autodétruire lors d'un tir d'essai. Un obus de 1370 kg explosa en plein cœur du canon, réduisant ce chef-d'œuvre du génie français à un tas de ferraille. Mais ce n'était que la première tragédie de l'histoire de cette arme maudite, qui semblait porteuse d'une sombre malédiction. L'histoire de la création de ce monstre commença bien plus tôt, lorsque le commandement militaire français commit l'une des erreurs les plus catastrophiques de son histoire. Au début de la Première Guerre mondiale, les généraux français croyaient fermement à la doctrine des avancées rapides, des charges à la baïonnette et d'une victoire éclair sur l'ennemi. Ils rêvaient de glorieuses attaques de cavalerie, d'infanterie française brisant les défenses allemandes par une charge fulgurante et entrant triomphalement dans Berlin. L'artillerie lourde leur apparaissait comme une relique du passé, une arme encombrante et difficile à manier qui ne ferait que ralentir l'avancée victorieuse de l'armée française. Ils privilégiaient donc les canons légers à tir rapide, principalement le fameux canon de 76 mm, affectueusement surnommé Mademoiselle 75 par les soldats. La réalité de la guerre se révéla cruelle et impitoyable. Fin 1914, il était clair qu'aucune offensive rapide ne serait menée. Le front occidental était devenu une ligne continue de tranchées s'étendant de la mer du Nord à la frontière suisse. Les armées creusaient toujours plus profondément, construisant des fortifications de béton et d'acier toujours plus complexes. Les canons légers français se révélèrent pratiquement inefficaces face aux puissantes fortifications allemandes. Dès le début, les Allemands avaient misé sur l'artillerie lourde et pilonné méthodiquement les positions françaises. Paniqué, le commandement français prit conscience de l'ampleur de son erreur lorsque les obus allemands réduisirent des secteurs défensifs entiers en ruines, ensevelissant des milliers de soldats sous les décombres. Une course effrénée pour créer des systèmes d'artillerie toujours plus puissants s'engagea. Les Français firent le choix stratégique d'utiliser des canons sur rail. Ce fut une décision brillante, offrant des avantages considérables par rapport aux canons tractés traditionnels. Le chemin de fer permettait d'acheminer les obusiers super lourds directement sur leur position, quel que soit l'état des chemins de terre, boueux ou les conditions météorologiques. Et si une voie ferrée n'était pas située au bon endroit, on la construisait tout simplement de toutes pièces. La nature stratégique du conflit offrait amplement le temps nécessaire à ces constructions. Schneider et ses concurrents se lancèrent dans une véritable course aux armements, créant toute une gamme d'affûts d'artillerie ferroviaire d'un calibre allant de 164 à 370 mm. Nombre d'entre eux étaient dérivés de canons navals, convertis pour un usage terrestre. Schneider excella dans ce domaine, créant un affût de 400 mm d'une efficacité redoutable. Fin octobre 1916, près de Verdun, ce canon accomplit un véritable miracle. Les Allemands s'emparèrent du puissant fort de Douaumont et le transformèrent en une forteresse imprenable. Le commandement français lança régiment après régiment à l'assaut, mais en vain. Un obusier de 400 mm fut alors amené au fort. 2 tirs seulement suffirent à ces obus de 650 kg pour réduire une partie des fortifications en ruine. Les Allemands prirent la fuite, terrorisés, abandonnant leur position et tout le front environnant. Ce fut un triomphe de l'artillerie lourde, qui incita le commandement militaire français à envisager la création d'une arme encore plus puissante. Le 24 janvier 1916, la société Schneider reçut une commande qui allait changer l'histoire de l'artillerie. L'armée française exigeait la fabrication de 2 obusiers ferroviaires de 520 mm d'une puissance exceptionnelle. Ce devait être l'arme de vengeance ultime,
capable de détruire n'importe quelle fortification ennemie d'un seul coup. Les ingénieurs de Schneider furent confrontés à une tâche quasi impossible: créer un système d'artillerie d'un calibre sans précédent. Si des projets antérieurs avaient permis d'adapter des canons navals existants pour une utilisation sur des plateformes ferroviaires, une telle prouesse était irréalisable avec un obusier de 52 mm. Ni la marine, ni l'armée de terre française ne disposaient de canons de ce calibre. Tout dut être développé de A à Z, du canon au système de chargement. Chaque élément de ce mécanisme gigantesque a nécessité des calculs méticuleux et des solutions d'ingénierie inédites. Les travaux ont duré plus d'1 an. Les ingénieurs ont examiné chaque détail avec minutie, conscients que la moindre erreur de calcul pouvait être catastrophique. Le canon, long de 11 mètres 900 mm, soit 15 calibres, pesait 44 tonnes. C'était une structure en acier massif, capable de résister à la pression monstrueuse des gaz lors du tir. La longueur totale du quai ferroviaire, canon compris, dépassait 30 mètres. Sous ce colosse se trouvaient 2 bogies à 4 essieux jumelés, chargés de répartir l'incroyable poids sur la voie. Le poids total de la structure atteignait 263 tonnes, faisant de cet obusier l'une des pièces d'artillerie les plus lourdes jamais construites. L'un des principaux problèmes résidait dans le système de visée. Le canon pouvait s'élever de 20 à 60 degrés, permettant des tirs à angle élevé contre les fortifications ennemies. Mais la visée horizontale représentait un véritable casse-tête technique. Il était impossible de créer une plateforme rotative capable de supporter une telle masse tout en garantissant une visée précise. Les Français imaginèrent donc une solution ingénieuse pour la visée horizontale. Le colosse de 26 003 tonnes devait être déplacé le long de voies ferrées courbes spécialement aménagées. Cela nécessitait un travail préparatoire colossal à chaque position de tir, mais il n'y avait tout simplement pas d'autre solution. Le chargement devint une opération technique extrêmement complexe. Pour charger le canon, il fallait abaisser le tube à l'horizontale. Ensuite, un mécanisme électrique spécial amenait l'obus dans la culasse. Imaginez l'effort nécessaire pour soulever et introduire un obus pesant entre 1370 et 1654 kg. C'était absolument impossible à réaliser manuellement. C'est pourquoi les ingénieurs ont mis au point un système complet de mécanismes électriques pour actionner l'obusier. L'alimentation de tout cet équipement nécessitait un wagon séparé équipé d'un puissant générateur électrique de 103 kW. Sans lui, le canon n'aurait été qu'un amas de ferraille inutilisable. Le chargement, effectué séparément, complexifiait encore le processus. On insérait d'abord l'obus dans le canon, puis la charge de poudre propulsive. 2 types de munitions explosives étaient utilisés. Les obus légers, d'un poids de 1370 kg, avaient une vitesse initiale de 500 mètres par seconde et pouvaient atteindre des cibles jusqu'à 17 km de distance. Les obus perforants en béton, plus lourds, d'un poids de 1654 kg, étaient conçus pour détruire les fortifications les plus robustes. Ils atteignaient une vitesse de 430 mètres par seconde, mais leur portée de tir était limitée à 14 km et demi. Le rechargement complet prenait au moins 5 minutes, ce qui réduisait considérablement la cadence de tir de l'obusier. La préparation d'une position de tir s'avérait être une véritable opération de génie civil, nécessitant plusieurs jours. Une voie ferrée ordinaire n'aurait tout simplement pas pu supporter une charge aussi monstrueuse. Il fallut donc poser des traverses supplémentaires pour renforcer la base. Puis, d'imposantes poutres d'acier furent installées sur les rails, répartissant ainsi le poids du canon sur une plus grande surface. Les 7 supports de l'affût ferroviaire furent descendus sur ces poutres à l'aide de vérins à vis spéciaux. 5 supports étaient placés sous la partie centrale de la plateforme, directement sous le canon, là où se concentrait la charge principale. 2 autres supports étaient situés sous les longerons du châssis. L'ensemble du système était conçu pour garantir la stabilité lors du tir, le recul provoqué par l'éjection d'un obus d'1,5 tonne
engendrant des contraintes colossales sur la structure. Le premier obusier était prêt le 11 novembre 1917. Son assemblage avait duré près de 2 ans, à compter de la réception de la commande. Le second affût fut achevé le 7 mars 1918. Le commandement français décida de procéder à des essais à grande échelle avec la participation de la presse. Il s'agissait d'une opération de propagande bien rodée. D'un côté, les Français souhaitaient remonter le moral de leurs troupes en démontrant qu'ils possédaient une arme redoutable contre les fortifications allemandes. De l'autre, les articles de presse visaient à démoraliser l'ennemi, forçant les Allemands à prendre conscience de la puissance destructrice monstrueuse dont disposaient les Français. Les essais commencèrent en février 1918 et se poursuivirent jusqu'en mars. Les journalistes décrivaient avec enthousiasme chaque tir de ce monstre, calculant la quantité d'explosifs qu'un seul obusier pouvait déverser sur les Allemands. Des photographies de cette arme gigantesque parurent dans tous les grands journaux français. Il semblait que la France avait enfin acquis une arme capable de faire basculer le cours de la guerre. Mais le destin réservait à cette arme un tout autre sort que celui imaginé par les généraux français et les journalistes enthousiastes. Le 27 juillet 1918, un autre groupe d'observateurs militaires et de représentants de la presse se réunit sur le champ de tir de la presqu'île de Quiberon. La journée était claire et sans vent, idéale pour les tirs. Le premier obusier, qui avait déjà passé avec succès plusieurs séries d'essais, se préparait pour une nouvelle salve. L'équipe avait achevé toutes les opérations préparatoires. L'obus était chargé et la charge de poudre propulsive était insérée ensuite. Personne n'aurait pu imaginer qu'en quelques secondes, ils allaient assister à une catastrophe qui resterait à jamais gravée dans l'histoire de l'artillerie comme l'un des incidents les plus horribles. Le commandant de l'équipe de canonniers donna l'ordre de tirer. Un grondement assourdissant retentit, mais au lieu de sortir du canon et de foncer sur la cible, l'obus de 370 kg explosa à l'intérieur même du canon. L'onde de choc déchira le canon de 44 tonnes comme une boîte de conserve. D'énormes fragments d'acier volèrent dans toutes les directions, se transformant en éclats mortels. Une boule de feu s'éleva au-dessus du champ de tir, suivie d'explosions secondaires de munitions et de carburant. Le quai de la gare fut déformé par la force monstrueuse de l'explosion. Les mécanismes de chargement furent réduits à un amas informe de métal tordu. En quelques secondes, il ne restait plus rien de l'arme la plus puissante de l'armée française, si ce n'est des débris fumants éparpillés sur tout le champ de tir. La commission d'enquête ne put jamais déterminer la cause exacte de l'explosion de l'obus dans le canon. S'agissait-il d'un défaut de fabrication des munitions ? Le problème résidait-il dans la conception même du canon ? Ou bien une combinaison de plusieurs facteurs a-t-elle joué un rôle fatal ? Le résultat fut néanmoins évident et catastrophique. La France perdit la moitié de son arsenal d'obusiers surpuissants avant même qu'un seul n'ait tiré sur l'ennemi. 2 années d'intenses travaux d'ingénierie, des dépenses financières colossales, les espoirs du commandement militaire, tout partit en fumée et en cendres en un instant. Le second obusier avait déjà achevé ses essais et était en service dans l'arsenal. Après la tragédie de Quiberon, le commandement militaire se trouva face à un choix difficile. D'un côté, le canon avait démontré une puissance destructrice incroyable lors de ses tirs réussis. De l'autre, le désastre révéla que sa conception pouvait receler des défauts fatals. De longues réunions et de longs débats s'ensuivirent quant à l'opportunité de risquer le dernier affût restant. Tandis que les généraux français débattaient du sort de l'obusier, la guerre touchait inexorablement à sa fin. Le 11 novembre 1918, un armistice entre l'Allemagne et les puissances de l'Entente fut signé dans la forêt de Compiègne. La Première Guerre mondiale était terminée, et l'arme la plus puissante conçue pour anéantir les fortifications allemandes n'avait jamais tiré un seul coup de canon. L'obusier unique fut d'abord entreposé à Le Creusot, puis transféré à un arsenal spécialement construit pour l'artillerie ferroviaire lourde à Neupeau. Des canons de rechange, fabriqués pour les 2 affûts,
ainsi que d'importantes réserves de munitions et les sous-stations électriques nécessaires à son fonctionnement y furent également stockées. Tout au long des années 1920, cette arme demeura un élément central de la propagande militaire française. Des photographies de l'obusier gigantesque paraissaient régulièrement dans les journaux et les magazines. Les observateurs militaires publiaient des articles sur la puissance incroyable de cette arme, capable de raser un pâté de maison entier d'un seul tir, ou de réduire en ruine la forteresse la plus imposante. L'obusier devint un symbole de la puissance militaire française et une source de fierté nationale. Des délégations militaires étrangères se rendirent spécialement à l'arsenal de Nepaja pour admirer de leurs propres yeux ce chef-d'œuvre d'ingénierie. Pourtant, malgré tout cela, le canon demeura paisiblement sur son quai ferroviaire, sans jamais avoir tiré un seul coup sur un ennemi. La situation changea radicalement au printemps 1940, lorsque les troupes allemandes lancèrent une offensive contre la France. La Blitzkrieg se développa à une vitesse fulgurante, imprévisible pour tous. Les colonnes de chars allemands percèrent les lignes françaises les unes après les autres, progressant rapidement en profondeur dans le pays. L'armée française, qui se préparait à une guerre de tranchées similaire à celle de la Première Guerre mondiale, se révéla totalement démunie face à cette nouvelle tactique de guerre éclair. La ligne Maginot, dont la construction avait nécessité des années et des ressources colossales, fut tout simplement contournée par les forces allemandes à travers la Belgique. Le commandement français, paniqué, tentait d'organiser une résistance, mais l'avancée allemande fut si rapide que toutes les tentatives pour établir une ligne de défense stable échouèrent les unes après les autres. Dans ce chaos, cette retraite et cette défaite, personne ne se souvint même de l'obusier gigantesque entreposé à l'arsenal de Nepaille. Des semaines de préparation furent nécessaires pour rendre cette arme opérationnelle. Il fallut poser des voies ferrées jusqu'à la position de tir prévue, les renforcer, installer des supports, acheminer un wagon générateur et livrer les munitions. Mais la rapidité de l'avancée allemande rendait de tels préparatifs totalement vains. Au moment où l'obusier serait prêt à tirer, la ligne de front aurait déjà reculé, laissant la pièce derrière les lignes ennemies. Le 22 juin 1940, la France capitula. Les troupes allemandes s'emparèrent de l'arsenal de Nepa et de tout son contenu. Parmi les butins figurait le légendaire obusier, en parfait état de marche. Les Allemands n'en croyaient pas leurs yeux. Ils avaient mis la main sur une pièce d'artillerie puissante que les Français n'avaient jamais eu l'occasion d'utiliser contre eux. Le commandement allemand désigna l'obusier capturé obusier de 52 cm, E871, français. Les ingénieurs allemands examinèrent minutieusement la conception du canon capturé, inspectant tous ses mécanismes et systèmes. À leur grande surprise, malgré plus de 20 ans d'entreposage, l'obusier était en excellent état de fonctionnement. Les Français avaient manifestement pris grand soin de leur création en assurant un entretien régulier. Outre le canon, les Allemands obtinrent des tubes de rechange, une quantité impressionnante de munitions et tout l'équipement nécessaire à l'installation d'une position de tir. C'était un véritable trophée, susceptible de devenir un atout précieux pour l'armée allemande. Durant l'été et l'automne 1940, les préparatifs commencèrent pour le transport de l'obusier vers le front de l'Est. Les Allemands comprenaient parfaitement qu'une telle arme pouvait s'avérer inestimable pour assiéger les grandes villes et prendre d'assaut les fortifications les plus puissantes. Le transport de ce monstre de 263 tonnes à travers l'Europe occupée exigeait une planification méticuleuse. Il fallait vérifier la solidité des ponts tout au long du parcours, s'assurer que la voie ferrée puisse supporter une telle charge et organiser la sécurité sur l'ensemble du trajet. La moindre erreur pouvait entraîner un désastre et la perte de cette arme unique. À l'été 1941, lorsque les troupes allemandes déferlèrent sur l'Union soviétique, l'obusier français était toujours en route. L'avancée rapide de la Wehrmacht sur tous les fronts donnait l'illusion que la guerre serait gagnée en quelques mois. Les groupes de chars allemands percèrent les lignes soviétiques, encerclèrent et anéantirent des armées entières et s'emparèrent de vastes territoires. En septembre, les unités du groupe d'armées Nord atteignirent Leningrad et commencèrent à préparer la prise de la ville.
Hitler donna l'ordre de ne pas prendre Leningrad d'assaut, mais de la raser par l'usure, en bloquant toutes les voies d'approvisionnement et en la détruisant méthodiquement par des tirs d'artillerie. C'est dans ce but que le commandement allemand décida d'utiliser un obusier français surpuissant capturé. Fin octobre 1941, le canon arriva enfin près de Leningrad. Les Allemands choisirent une position qui leur permettrait de bombarder les cibles stratégiques de la ville. Le travail minutieux de préparation du poste de tir commença. Les ingénieurs allemands ont construit des voies ferrées supplémentaires, renforcé la voie avec des poutres d'acier et installé des supports pour l'imposante plateforme. Parallèlement, les munitions étaient préparées et le matériel auxiliaire déployé. Un wagon générateur a été positionné près de l'obusier et des câbles d'alimentation ont été tirés jusqu'au mécanisme de chargement électrique. Tout cela se déroulait sous la menace constante des frappes aériennes soviétiques et des tirs de contre-batterie. Les artilleurs allemands qui allaient utiliser l'arme capturée ont suivi une formation spécialisée. Ils ont dû étudier la documentation technique française, maîtriser des mécanismes de commande qui leur étaient inconnus et apprendre la séquence correcte des actions pour le chargement et le pointage. C'était radicalement différent des systèmes d'artillerie allemands auxquels ils étaient habitués. Chaque opération exigeait le strict respect des instructions et une coordination précise de l'ensemble de l'équipe. Une erreur pouvait coûter la vie non seulement aux artilleurs, mais aussi endommager cette arme unique. Début novembre, les préparatifs étaient terminés. L'obusier avait pris sa position de tir et était prêt à bombarder Leningrad. Le commandement allemand fondait de grands espoirs sur lui. Les obus de 1,5 tonnes étaient destinés à semer la destruction dans la ville, à détruire les installations industrielles, à perturber les communications et les centres de commandement et à démoraliser les défenseurs et les habitants. Les obus perforants de 1654 kg, capables de pénétrer les abris les plus robustes et les structures en béton armé, suscitaient un intérêt particulier. Les Allemands prévoyaient de détruire méthodiquement une cible après l'autre, réduisant Leningrad en ruines. Les premiers tirs eurent lieu en novembre. D'énormes obus survolèrent leur position, parcourant plusieurs kilomètres avant de s'abattre sur la ville. L'explosion de ces obus d'1,5 tonnes creusa des cratères de la taille d'une petite maison, détruisant tout sur son passage. L'onde de choc brisa les vitres à des centaines de mètres de l'épicentre. Les éclats d'obus furent projetés sur de vastes distances, se transformant en une grêle de métal mortel. Chaque impact fut une véritable catastrophe pour la zone touchée. Mais la faible cadence de tir du canon limitait considérablement son efficacité. Un coup toutes les 5 minutes signifiait que l'obusier pouvait tirer au maximum 12 coups par heure. Et encore, dans des conditions idéales. En pratique, la cadence de tir était encore plus faible. Après chaque tir, il fallait du temps pour inspecter le canon, vérifier les mécanismes et préparer l'obus suivant. De plus, le chargement lui-même était une opération complexe en plusieurs étapes. Le canon était abaissé à l'horizontale, des mécanismes électriques amenaient l'obus extrêmement lourd dans la culasse, suivi de la charge propulsive, après quoi le canon était relevé à l'élévation souhaitée. Les troupes soviétiques repérèrent rapidement la position de l'obusier allemand surpuissant. Les unités de contre-batterie ripostèrent, tentant de détruire ou au moins d'endommager le canon. Les Allemands furent contraints de construire des fortifications défensives autour de l'obusier, de camoufler leur position et de rester constamment sur leur garde. L'aviation soviétique tenta également de bombarder l'arme, mais la protection efficace de l'artillerie antiaérienne et des chasseurs de la Luftwaffe rendit ces raids extrêmement dangereux et inefficaces. Décembre 1941 fut particulièrement rigoureux. Les températures atteignirent -30 degrés Celsius, compliquant davantage la tâche des servants de l'obusier. Les mécanismes gelèrent, le lubrifiant s'épaissit, et toute opération exigea beaucoup plus de temps et d'efforts, mais le bombardement se poursuivit. Les Allemands tiraient méthodiquement sur des cibles prédéterminées, cherchant à infliger un maximum de dégâts aux défenses de la ville. Le 3 janvier 1942, par une journée froide et dégagée, l'équipe allemande se préparait à un nouveau bombardement des positions de Leningrad.
Toutes les opérations avaient été répétées jusqu'à l'automatisme au cours des semaines de combat précédentes. Un obus de 1370 kg fut soulevé par un mécanisme électrique et introduit dans le canon. Une charge propulsive suivit. Le canon s'éleva lentement jusqu'à l'altitude prédéfinie. Le chef de pièce donna l'ordre de tirer, et à cet instant, un événement imprévu se produisit. L'obus explosa à l'intérieur du canon, comme 24 ans plus tôt au champ de tir de Quiberon, en France. Une puissante explosion pulvérisa le canon de 44 tonnes. Une boule de feu s'éleva au-dessus de la position, projetant des fragments de métal dans toutes les directions. Le quai de la gare fut réduit à un amas de ferraille. Le second et dernier obusier de 52 mm subit le même sort que son homologue, détruit par son propre obus. Les Allemands étaient abasourdis. Cette arme unique, qui aurait dû être un atout majeur lors du siège de Leningrad, n'était plus qu'un tas de ferraille. L'obusier était irréparable. Les dégâts étaient irréparables. Les restes du canon demeurèrent sur place, où ils furent découverts par les troupes soviétiques en 1944, lors de la libération de Leningrad. Ainsi s'achève l'histoire de l'arme la plus puissante de la Première Guerre mondiale, détruite à 2 reprises par ses propres obus et qui n'a jamais pleinement exploité son potentiel destructeur. Cette arme est devenue le symbole de la façon dont les projets d'ingénierie les plus ambitieux peuvent se solder par un échec total. La quête de la puissance maximale conduit parfois à la création de monstres incapables de maîtriser leurs propres forces destructrices. Si vous avez apprécié cette histoire sur cette arme française légendaire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Dites-nous en commentaire quel matériel militaire vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Votre soutien est essentiel à la création de contenus nouveaux et intéressants.